Alors on va ouvrir maintenant la séance, mon cher secrétaire général, et je vais appeler Monsieur Jacques Meurette. Alors Monsieur Jacques Meurette, vous le connaissez, puisqu'il est membre de l'Académie nationale de chirurgie. C'est un chirurgien viscéral. Et je crois qu'actuellement vous êtes le président de la commission de hiérarchisation de la nomenclature. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. C'est super, hein, vous voyez que les informations sont d'accord. La commission de hiérarchisation des actes. Des actes, pas de la nomenclature, c'est des actes, voilà. Mais écoutez, je vous laisse manager cette séance qui s'intitule la CNAM, un partenaire pour les chirurgiens. Je pourrais dire que nous n'en avions jamais douté. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens, chers collègues. Je suis d'abord chargé d'excuser l'absence de Thomas Fatome, le nouveau directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a pris ses fonctions en août dernier à la succession de Nicolas Revel, qui est parti donc, comme vous le savez, directeur du cabinet de Jean Castex. Et donc, ne pouvant être présent parmi nous, il s'en excuse, mais il a accepté de faire une courte vidéo pour vous donner un petit peu les différentes orientations et ce qu'il pense qu'il faut faire pour la chirurgie. Et donc, on va tout de suite l'écouter, si vous voulez bien. Poser aux académiciens et à tous les membres de l'Académie le partenariat entre la CNAM et l'Académie. C'est une chose un petit peu plus nouvelle et je vous demande donc à ce propos de bien vouloir nous expliquer les enjeux de la chirurgie pour la CNAM et quelle est votre vision de ce partenariat entre la CNAM et l'Académie de chirurgie. Bonjour Jacques, et très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets et m'excuser de ne pas être physiquement parmi vous. Mon agenda ne m'a pas permis d'être disponible. De façon un peu systématique, je considère que le dialogue avec les professionnels de santé, la compréhension de leur activité est un élément essentiel pour l'assurance maladie. Être au contact, comprendre les évolutions, comprendre les innovations. Dans la chirurgie, évidemment, c'est un domaine majeur pour l'organisation des soins de notre pays. Et ce dialogue avec l'Académie, avec évidemment des experts, ça fait partie de ce dialogue indispensable pour comprendre finalement l'évolution de l'organisation des soins et des pratiques. Et je crois qu'il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été menées ces dernières années avec l'Académie, de partage des statistiques, de partage des outils. Je pense notamment à un outil que l'assurance maladie a développé, les UCHIR. C'était aussi en bonne collaboration avec les chirurgiens. Et moi, je ne vois que des avantages à ce que l'on amplifie nos partenariats, voilà, pour encore une fois appréhender ce qu'est la chirurgie aujourd'hui, quels sont les enjeux de qualité, on y verra, et puis ce qu'est la chirurgie de demain, quelles sont les évolutions auxquelles on se prépare. C'est ce dialogue-là, pour moi, très important. Bien, merci. Alors, vous venez de prendre vos fonctions comme directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. Quelles sont pour vous les priorités en ce qui concerne la chirurgie? La priorité, je crois, elle rejoint deux éléments autour de la qualité et de la pertinence. De ce point de vue-là, c'est vrai que pour l'assurance maladie, le sujet de la bonne utilisation des soins au bon moment, avec les bonnes personnes, c'est majeur. Et donc, accompagner les chirurgiens dans leur pratique quotidienne pour pouvoir finalement avoir ce juste recours aux soins, c'est un enjeu majeur. On ne part pas d'une feuille blanche. On a eu autour de l'acte finalement chirurgical déjà des initiatives qui participent de cette volonté. En deux exemples, le travail qui s'est fait sur le bilan préopératoire,
pour essayer de voir s'il y avait des actes qui étaient plus ou moins utiles. Alors c'est vrai que c'est au moins autant avec les anesthésistes qu'avec les chirurgiens, ça participe de cette épisode de soins. Et puis ce qui s'est fait autour de la chirurgie bariatrique, nous savions que nous avions des questions de pertinence sur lesquelles nous avons travaillé à un dispositif d'accord préalable, nous avons pu se moderniser pour essayer qu'il soit le plus efficace possible en lien avec la recherche des professionnels. Et ça, je crois que ça participe de ces enjeux de qualité et de pertinence. Je rajouterai un point, qui est que dans les discussions conventionnelles que nous avons également avec les syndicats de médecins libéraux, l'attractivité de la chirurgie dans la durée est un élément qui est pour moi majeur. Nous avons depuis plusieurs années lancé, auparavant l'accès aux soins, maintenant l'OPTAR. Comment nous continuons à faire évoluer ces dispositifs qui demeurent attractifs pour les chirurgiens, qui leur permettent d'exercer leur activité et permettent aussi à nos patients d'avoir une accessibilité à ces soins dans des conditions tarifaires maîtrisées. Ça, c'est une ambition que nous allons poursuivre également dans les prochaines semaines, puisque les négociations s'engagent maintenant et que nous voulons concret dans la durée. Bien. Alors, il y a aussi le chantier de la nomenclature. Quand la santé 2022, donc l'un des objectifs était la révision complète de la nomenclature. Les conditions actuelles ont fait qu'on a un petit peu pris tout ça. Alors, quelle est pour vous l'importance de cette révision de la nomenclature pour les chirurgiens? Alors, je crois que c'est évidemment de partager l'importance de ce chantier. On a un bel outil, la CTA1, mais on a vu qu'on avait du mal à la faire évoluer, à la fois permettre de faire rentrer davantage d'actes innovants, peut-être également supprimer des actes inutiles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, 15 ans après sa mise en œuvre, il est temps d'engager sa refonte. Avec deux objectifs. Mieux décrire les actes d'une façon plus adéquate, et puis mieux hiérarchiser pour tenir compte de l'évolution des pratiques, de l'évolution des coûts, et avoir une dynamique plus vivante. C'est un beau chantier, difficile, techniquement, exigeant, techniquement, difficile politiquement aussi. On va lancer avec le ministère de la Santé sur le projet de la nomenclature, qui va évidemment être un lieu de pilotage de la réforme et surtout de partage. Je pense que cette révision de la nomenclature, cette refonte, doit se faire en partenariat étroit avec les sociétés savantes, avec les CNP et bien sûr avec l'Académie de la chirurgie. On aura une représentation au sein de ce conseil qui associera les praticiens publics, de l'hôpital public et du secteur privé. On essaiera d'associer toutes les disciplines, bien sûr, au premier chef de la chirurgie, mais pas seulement. C'est un chantier qui va durer plusieurs années, que nous allons lancer maintenant dans les toutes prochaines semaines. Et voilà, avec cet objectif d'avoir un outil qui soit plus adaptable qu'aujourd'hui, permettant de mieux appréhender les innovations. Ça sera sûrement des choix difficiles à faire. Je souhaite une définition avec les professionnels, dans la concertation, et que peut-être que davantage qu'un Big Bang, nous créons les conditions d'une maintenance de cette TCM, une évolution de cette nomenclature qui soit dans la durée et que nous fassions plus au fil de l'eau, et là que nous aurions défini les conditions de cette nouvelle description, de cette nouvelle hiérarchisation. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé, et je sais qu'il y a beaucoup d'attentes que les professionnels derrière cela. On va essayer d'être au rendez-vous, et on le fera, encore une fois, dans un dialogue très étroit avec les représentants des chirurgiens, avec l'Académie et avec les autres acteurs de ce dossier. Ça fait partie, en tout cas, pour moi, des dossiers qui vont faire les prochains mois, voire même les prochaines années. Très bien. Alors, dernier sujet, et je voudrais un petit peu avoir votre avis là-dessus, votre position. On a beaucoup parlé du paiement à l'hôpital de soins, des expérimentations sont en cours. Quelle est votre position à ce sujet? Je crois qu'il faut toujours essayer d'être ouvert aux innovations. Essayer de tester des idées, essayer d'expérimenter de nouvelles formes. Et ça veut dire poser les conditions de ces expérimentations, poser les conditions de ces évaluations, et ensuite les partager avec les professionnels pour voir les conclusions qu'on en tire. Moi, je n'ai pas
vision arrêtée sur ce qu'il faut améliorer sur un niveau de soins, il faut uniquement être sur de l'axe, il faut avoir un système de pensée. Beaucoup de pays ont des modes de rémunération différents. Nous avons historiquement un mode de rémunération assis sur l'axe, qui je crois est pertinent en ce sens qu'il rémunère un investissement fait par un professionnel. Maintenant, c'est aussi qu'il est intéressant de développer d'autres formats. Donc moi je le dis de façon ouverte, partageons les expérimentations qui peuvent se faire et tirons-en une leçon. Si ça marche et si on peut avoir aussi la vision des professionnels, on essaiera d'avancer. Si on voit que ça ne produit pas de résultat ou on n'emmène pas les professionnels, on ne le fera pas. Donc je me situe à ce moment-là. On a beaucoup d'expérimentations qui se déploient dans beaucoup de domaines, on travaille notamment du fameux article 51. Et je crois que c'est intéressant d'avoir à côté d'évolutions lourdes des chemins d'expérimentation qui nous permettent ensuite d'aller apporter l'innovation et de faire progresser les organisations de soins. C'est dans cette perspective que je regarderai sur les épisodes de soins comme d'autres modes d'expérimentation. Bien, merci Monsieur le Directeur de nous avoir accordé votre temps. Et puis on sera bien sûr désolé que vous ne soyez pas présent pour répondre aux questions, mais s'il y a des questions, je ne manquerai pas de vous les faire parvenir. Merci beaucoup et je souhaite un très bon moment de travail ensemble avec les membres de l'Académie qui sont présents et les membres de l'assurance. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Directeur Général, de nous avoir tenu ces propos. Comme tout chirurgien orthopédiste, j'en ai tiré quelques mots-clés. Esprit d'ouverture et accès au dialogue. Donc, alors vous me direz que ça y est, le président fait de la politique, pas du tout. Mais c'est au moins ce qui ressort de cette interview. En tous les cas, merci Monsieur le Président de la CNAM d'avoir consacré un peu de votre temps pour l'Académie nationale de chirurgie. Monsieur le coordinateur, je vous rends la parole et pour la suite du programme. Bien, merci. Donc le sujet que nous abordons aujourd'hui, qui est donc ce partenariat entre la CNAM et l'Académie de chirurgie, ça n'est pas de petits mots. Nous avions reçu le passe-président, Philippe Marre était là aussi, avec François Richard et Hubert, enfin. Et donc, avec le médecin conseil national, nous avions déjà discuté notamment de la chirurgie robot-assistée. Et c'est à partir de cette discussion que nous avons poussé à la mise en place à la Caisse nationale d'assurance maladie, nous avons poussé la TIH à faire des codes d'extension documentaire de manière à assurer la traçabilité. Donc voilà vraiment un exemple concret. Un autre exemple concret donc, qui n'était pas formalisé, c'est l'outil Vigifir qui a été mis au point par Gilles Bontemps, que vous connaissez, qui vous a présenté ici, Gilles est actuellement en train de le modifier de manière à le rendre plus convivial, plus accessible aux professionnels de santé. Voilà donc des exemples concrets montrant que ce n'est pas que des mots. La coopération avec le professionnel, donc vous avez vu ce qu'en a dit le directeur général, je crois que effectivement, là aussi, je pense qu'il compte beaucoup s'appuyer sur et continuer, comme son prédécesseur, cet exemple de co-construction de notre système de santé, ce qui est particulièrement important, ce qui est vraiment le désir de la CNAM. Alors, j'ai une question qui est adressée au directeur, donc comme il n'est pas là, je pense qu'il ne m'en voudra pas de répondre à sa place. C'est une question qui nous est adressée par Madame Hélène, je ne sais plus où je dis. Voilà. Et donc concernant la nomenclature des actes médicaux, donc elle s'étonne un petit peu que certains actes, notamment de sa spécialité de chirurgie pédiatrique, apparaissent dévalorisés. Eh bien, écoutez, je crois que c'est le cas de beaucoup. C'est pour ça qu'on va revoir complètement la nomenclature. Alors elle pense que le Haut Conseil de la nomenclature va être une feuille supplémentaire aux 1000 feuilles. Je crois que ça n'est pas le cas. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y aura un Haut Conseil qui va réunir les instances scientifiques. Et donc ce Haut Conseil, il y aura donc des membres
aussi bien d'exercice libéral que d'exercice public. Et ce Haut Conseil va donc chapeauter les comités cliniques, où là aussi il y aura des membres du privé et des membres de l'hospitalisation publique, de manière à revoir dans un premier temps la description des actes et les libeller, et dans un second temps la hiérarchisation des actes. Et que ce n'est que dans un troisième temps que la commission que je préside interviendra en discussion avec les syndicats médicaux. Donc le Haut Conseil sera l'instance vraiment scientifique, et après les discussions, je dirais, les discussions avec les syndicats, donc concernant la rémunération, viennent dans un second temps. Il est important de voir d'abord cette notion scientifique. Alors, si vous aviez des questions pour le directeur général, oui, à ce moment-là, je lui transmettrai. J'en ai une, vous allez peut-être pouvoir répondre. Philippe Topard, vous avez, c'est un peu particulier, vous avez évoqué la traçabilité, notamment Oui. des interventions de chirurgie robot-assistée, mais en pratique, à quoi ça sert la traçabilité? Que comptez-vous en faire? Alors, nous, rien. Mais vous, oui. C'est-à-dire que, je rejoins ce que disait Jacques Belviti l'autre jour, des data. Eh bien, je crois que la traçabilité va permettre de voir, notamment sur les chirurgies robot-assistées les plus fréquentes, donc la chirurgie urologique notamment. On va avoir repérer les interventions qui sont faites en chirurgie robot-assistée, les interventions qui sont faites en chirurgie stéréo-assistée et les interventions qui sont faites par laparotomie. Ensuite, Bertrand Millard va tout de suite vous parler un petit peu des possibilités offertes par le SNSDS, et donc qui permettent de faire des freinages. Et à ce moment-là, vous, société savante, vous pourrez avoir, à partir de ces données, voir un petit peu quels sont les différents ennuis, les différents avantages d'une technique par rapport à une autre. Donc, on pourra faire une comparaison à partir en vie réelle, je dirais. Bon, bien sûr, ça ne sera pas des études randomisées, mais on aura déjà une bonne idée de ce qu'apporte la chirurgie robot-assistée. Bien, alors donc je vais passer tout de suite la parole à Bertrand Millard, qui va donc vous parler de tout ça. Ensuite, on aura deux sujets qu'avait abordé le directeur. Donc on aura le paiement à l'épisode de soins, donc avec des arguments pour, des arguments contre, et on vous parlera un petit peu de la collaboration assez fructueuse entre la SOFCOM et dont je vois les représentants ici, et la caisse concernant la chirurgie bariatrique. À toi, Bertrand.